Le concept est simple. Cette vidéo dure 7 minutes. J'ai lu 7 livres en 7 jours et je dois te résumer un livre chaque fois en 1 minute. Donc on perd plus de temps et on commence. Premier livre, The Practice de Seth Godin. Excusez-moi l'accent. Alors, ce livre, il part un peu dans tous les sens. J'avoue que c'est le premier livre de Seth Godin que j'ai lu. Et en gros, ce livre, il parle grosso modo de la pratique dans un art, que ce soit... Alors lui, ce qu'il appelle art, c'est beaucoup de domaines. Et pour lui, l'art, c'est simplement la création de quelque chose de nouveau. Et du coup, dans ce livre, il explique qu'on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus en fait par la pratique que par les théories. Et du coup, il nous incite en fait à tout simplement pratiquer notre art tous les jours pour devenir bon. Parce que selon lui, la créativité, ce n'est pas quelque chose de magique qui arrive, mais c'est simplement un process que l'on répète encore et encore jusqu'à ce que ça devienne banal pour nous. Il nous dit également que c'est les leaders qui créent et inversement que c'est les artistes qui lead, je ne sais pas comment on dit en français, qui dirigent. Parce que c'est tout simplement les artistes qui créent de nouvelles choses, qui créent le futur et donc forcément qui ont un impact en fait sur notre vie. Autre chose importante du livre, c'est qu'il nous explique que ce qui compte, ce n'est jamais le résultat, du moins il compte évidemment, mais que c'est pas sur le résultat qu'on doit se focaliser, mais sur simplement l'action en elle-même. Donc si par exemple je me concentre plutôt sur les vues que je fais sur YouTube, au lieu de me concentrer sur la manière dont je parle par exemple devant la caméra, ou alors l'éclairage qui est autour de moi, et bien selon lui c'est l'éclairage et la manière dont je parle qui est évidemment le point sur lequel on doit se focaliser. Et là, j'ai donné un exemple bidon qui est personnel, mais j'espère que vous avez compris l'idée que simplement, le but, c'est pas de se focaliser sur les résultats, mais sur ce que nous, on peut contrôler, c'est-à-dire la création. Évidemment, il y a plein de choses que je n'ai pas pu dire du coup dans ce petit résumé, mais j'espère que ça vous aura donné envie de le lire parce que le but, c'est pas simplement de résumer un livre, mais c'est également de vous donner envie de lire le livre en question. Et j'espère que ce petit résumé vous aura. Persuasion de Robert Cialdini. Alors, Robert Cialdini, j'espère que je le prononce bien, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé pour son premier livre, Influence et manipulation, qui recense grosso modo les biais de manipulation que l'on rencontre en fait tous les jours. Et du coup, il nous explique comment s'en défendre, etc. etc. Donc ce livre est super intéressant et du coup, je me suis dit, je vais lire du coup le prochain livre qu'il a écrit, Persuasion. Donc le concept est simple. La plupart des gens, quand ils font une décision, ils ont déjà fait la décision en fait avant même qu'ils ne le sachent. En fait, il explique que la plupart des vendeurs se concentrent non pas sur seulement le speech de vente une fois que le consommateur est devant le produit, mais également sur ce qui se passe avant, ce que Robert Cialdini appelle en fait la persuasion. Donc il nous parle en fait surtout aussi des momentum. C'est-à-dire que par exemple, on a fait un test en fait où on a mis devant un écran, en fait on avait une boutique de matelas et on a mis en fond d'écran du coup de ce site web qui vendait des matelas une fois des billets et ces billets du coup influençaient la décision d'achat et on a mis une fois je crois que c'était des coussins ou alors non c'était des nuages. Et ce qui est assez surprenant, c'est que sans prononcer le moindre mot, les objets de l'étude qui avaient les nuages, eh bien, ils choisissaient leur matelas sur le critère du confort, alors que les autres, du coup, qui avaient des billets, étaient plus favorables à prendre des matelas qui avaient un plus bas. Et là, en fait, il nous introduit du coup au momentum. Si par exemple si par exemple c'est la fête nationale et on nous vend je sais pas, une tasse avec le bleu, blanc, rouge, on sera plus apte à acheter en fait cette tasse bleu, blanc, rouge durant le moment de la fête nationale. Et du coup, l'objectif d'un vendeur, ça va être de créer ces momentum lui-même ou alors de surfer sur un momentum existant. Si par exemple c'est les 100 ans de la boîte de BMW, eh bien le vendeur, il va faire en sorte d'utiliser cet argument, commencer par persuader
le client, par exemple, en disant tiens, 100 ans qu'on fait des BMW, je crois que ça fait plus longtemps qu'ils existent, ou pas, je sais pas. En tout cas, 100 ans qu'on fait des BMW, on a une expertise, etc. Il va commencer à nous titiller sur le fait qu'ils sortent une nouvelle gamme, sur le fait que leurs produits deviennent meilleurs. Et puis, au moment où il va annoncer du coup, à quelqu'un d'acheter une de ces voitures du coup, du nouveau modèle, eh bien, la personne aura déjà en tête le fait que BMW, c'est une marque de qualité. Donc ça, c'est à peu près l'idée de persuasion. Et c'est en fait à peu près la même chose pour Apple, qui par exemple fait du teasing pour annoncer un nouvel iPhone ou annoncer un nouveau Mac sans encore en parler, mais juste en faisant un petit teasing, peut-être en ayant des rumeurs qui tournent autour. Et c'est seulement disons, allez, au bout de 3 mois où une rumeur a tourné, qu'ils vont annoncer la sortie du produit. Et une fois que ce produit est sorti, eh bien, ils n'auront plus aucun mal à la vendre, puisque les gens ont déjà eu l'idée dans la tête que ce serait intéressant d'acheter ce produit, d'acheter du coup ce nouveau PC, parce qu'il se dit ah tiens, si cette rumeur est vraie, je l'achète. Le jour où ça sort, ça dévalise la boutique et ils achètent tout. Évidemment, encore une fois, j'ai pas pu tout résumer, mais j'espère que ça vous a donné envie de lire le livre. Résumé de Show Your Work. Alors ce livre-là, il m'a été conseillé par Antoine BM, il me semble, parce qu'en fait, il avait fait un vlog où il parlait de ce livre et qui disait que c'était génial, et du coup, moi, je me suis dit, bon, allez, on va le lire pendant ce défi. Du coup, ce livre, il est assez court, mais il a une particularité, c'est que il y a beaucoup de dessins en fait. C'est-à-dire que c'est pas un livre classique. C'est-à-dire non seulement le livre est court, mais en plus il y a des schémas, des dessins. Et je trouve que c'est assez pédagogique. Du coup, c'est facile à lire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la lecture. Alors, l'idée générale de l'auteur, c'est qu'il faut être un amateur. Il faut continuer à être un amateur et de toute façon, on n'a pas le choix puisque le monde change tellement vite que n'importe qui devient finalement obsolète au bout de au moins 10 ans. Donc en gros, ce qu'il explique dans le livre, c'est qu'il faut show your work, donc accepter le fait d'être un amateur et montrer le travail que l'on fait sur Internet. Parce que selon lui, et là je cite l'auteur, si votre travail n'est pas sur Internet, il n'existe pas au XXIe siècle. Donc c'est assez intéressant, en gros il nous explique un peu comment faire de l'infopreneuriat en fait, mais d'une manière un peu différente encore une fois. Donc si par exemple on est boulanger, eh bien il va nous dire montrez comment vous faites du pain sur Internet et ça va vous apporter plusieurs bénéfices. Notamment aussi financiers parce que vous pouvez demander des dons, etc. Et ça va vous ouvrir en fait à de nouvelles opportunités. C'est l'idée générale du livre. Il nous parle également que la créativité, selon lui, ça ne vient pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes qui ont influencé une seule personne. L'idée est intéressante. Je ne suis pas d'accord à 100% avec cette idée, mais l'idée d'inspiration est évidemment vraie. Donc c'est une super... Enfin, ça a été bien dessiné, je trouve, avec une image de Beethoven et plein de petits points qui finalement arrivaient vers Beethoven et qu'en fait c'était lui qui avait, il avait l'idée, en fait c'était Beethoven qui avait l'idée, mais influencé en fait par les autres. Donc ça du coup c'était pour le chapitre 1, en tout il y a 10 points, je ne vais pas tous vous les résumer, je n'ai qu'une minute, mais j'espère que du coup ce résumé vous aura donné envie de lire ce livre. Et juste avant de vous laisser, il y a quand même une chose qui était super importante pour moi dans ce livre, qui était l'idée du flow et du... alors, encore une fois, je le dis en anglais, mais c'est pas grave. En gros, le flow, c'est le contenu quotidien qu'on va faire, et le stock, c'est le contenu qui va rester, qui va durer dans le temps, qui va faire en sorte qu'on va avoir des vrais fans. Et ça, cette idée, je la trouve géniale, parce que j'avais pas vu les choses de cette manière, et en fait, quand on remarque bien, eh bien, il y a beaucoup d'artistes musicaux, notamment dans, du coup, l'industrie moderne aujourd'hui, qui font ça. Du coup, ça m'a donné plein d'idées pour en fait créer du contenu quotidien tout en ayant d'autres projets en background qui en fait s'appuient sur le contenu quotidien. En fait, il explique tout simplement que le flow, c'est ce qu'on produit tous les jours, ce qu'on montre en fait, le show your work. Et le stock, c'est ce que l'on a créé en contenu quotidien, mais assemblé d'une autre manière, réassemblé, réorganisé, même amélioré,
pour tout simplement en faire un contenu qui va plus durer. Typiquement, l'auteur, il tweet souvent, et bien il reprend ses tweets pour les développer dans ses livres. Et le livre, c'est le stock. Voilà, résumé du livre Deep Work. Alors, Deep Work, c'est un livre que j'adore. Deep Work, en fait, en quoi consiste le livre? Eh bien, il nous introduit tout simplement à la notion du travail profond. Le travail profond, c'est tout simplement faire en fait du travail en n'ayant aucune distraction autour de nous. Il nous explique que avec le travail profond, on va vivre une meilleure vie, qu'on va être plus productif et plus heureux. Et ça va également nous donner plus de sens puisqu'on va accomplir des choses qui ne sont pas reproductibles parce qu'il nous explique qu'il y a les tâches qu'on fait en deep work, par exemple écrire un livre pendant 1 heure, et les tâches qu'on fait, je ne sais pas comment traduire parce que lui il appelle shallow work, mais je l'ai lu en anglais, on va dire le travail non profond qui consiste par exemple à checker un mail, puis faire un peu de montage vidéo, et puis à nouveau regarder YouTube, etc., etc. En fait, finalement, ne pas faire grand-chose, en fait. Et du coup, il nous explique, en fait, que le but, ça va être d'être, de travailler de manière profonde, du coup, le plus possible, avec une limite de 4 heures, parce que sinon, notre cerveau va pas tenir, et d'éliminer au plus possible le travail qui parfois doit être fait, mais n'apporte pas grand-chose, en fait, et ne nous permet pas réellement d'atteindre nos objectifs. Typiquement, si par exemple je veux faire une vidéo, eh bien le deep work c'est le tournage et c'est par exemple faire du montage vidéo sans avoir de distraction. Le shallow work, donc le travail non profond, ça serait par exemple faire du montage vidéo, puis checker son téléphone entre les deux et puis finalement reprendre ce qu'on avait dit. Bref, c'est pas très efficace. Donc il y a plusieurs manières de faire du deep work. La première manière, c'est tout simplement de se couper complètement du monde, d'être un peu comme un moine Shaolin en fait. C'est-à-dire, on se coupe du monde et on fait que ça, on n'est que concentré, on n'a pas de distraction autour de nous. Et ça, évidemment, c'est pas possible pour tout le monde. Typiquement pour moi, eh bien, je dois forcément être en contact avec Internet, par exemple, parce que je dois publier ce que je crée, tout simplement. Et du coup, il y a d'autres alternatives à ça. La deuxième alternative, c'est d'avoir par exemple un mois où on est en mode Shaolin et un autre mois, du coup, d'alterner comme ça, où on est dans un rythme normal. C'est par exemple certains écrivains qui faisaient comme ça, qui avaient une vie mouvementée, mais qui se prenaient 3 mois dans un château ou je ne sais où, dans la forêt pour écrire toute la journée. Du moins pas toute la journée parce qu'il y a quand même une limite de 4 heures de deep work par jour. Mais tout simplement de passer par exemple la matinée à faire du deep work, ensuite le reste du temps par exemple à se balader dans la forêt. Bref, ça c'est le deuxième type de deep work. Troisième manière de faire du deep work, et c'est celle que j'utilise en fait, c'est tout simplement de par exemple se fixer une heure fixe chaque jour, disons par exemple 1 h 30 le matin, pour faire du deep work tous les jours, d'avoir sa routine à soi où le deep work va se déclencher automatiquement au bout d'un moment. Donc c'est ce que je fais, par exemple tous les matins je me lève, je médite et ensuite je passe au deep work pendant 1 h 30 et c'est ensuite après que je petit déjeune. Donc ça c'est super efficace. C'est la manière que j'utilise en fait, c'est de faire du deep work de manière répétée chaque jour ou chaque semaine, même si chaque jour c'est quand même mieux. Et la quatrième manière de faire du deep work, c'est tout simplement d'être tellement bon dans le fait de déclencher notre concentration que l'on peut à peu près faire du deep work quand on veut, dès qu'on a le temps. C'est-à-dire que si par exemple on est une mère au foyer et que on veut écrire un livre, par exemple J.K. Rowling, eh bien dès qu'on a du temps libre, eh bien, on se met devant notre ordinateur et on fait du deep work. Et dès qu'on n'a plus de temps libre, eh bien, on fait autre chose. Et c'est la manière que Cal Newport utilise personnellement parce que tout simplement, il est bon en fait dans le fait de déclencher le deep work. Alors ça, évidemment, c'est la quatrième manière qui est la plus dure parce qu'en fait, ça demande d'être concentré, en fait, de pouvoir se concentrer à chaque fois. Du coup, pour faire du bon deep work, il nous conseille évidemment de nous éloigner des réseaux sociaux et sinon, il nous conseille tout simplement de cultiver d'entraîner en fait notre concentration au fur et à mesure des jours, même pendant notre temps libre. Si par exemple, on fait du deep work le matin, mais que l'après-midi, on check ses mails toute la journée et qu'on n'est pas vraiment dans une concentration
intense ou pas, eh bien on va avoir plus de mal à faire du deep work. Donc le but ça va être par exemple de faire une activité comme le piano qui nous permet d'exercer notre concentration même quand on ne fait pas de deep work. Donc ça nous permet du coup de faire du meilleur deep work parce qu'on entraîne notre concentration pendant notre temps libre. On peut par exemple jouer aux échecs ou peu importe. L'art de se lancer, celle-là c'est pour les entrepreneurs et elle m'a beaucoup aidé notamment du coup pour remettre en place la dynamique du début pour me permettre d'être à nouveau sur de bonnes bases, grosso modo. Donc je vais commencer avec une citation du livre qui dit « Entreprendre, c'est faire et non apprendre à faire ». Et je suis tout à fait d'accord avec ce constat qu'il fait. Le but d'un entrepreneur, c'est de faire, et surtout de faire plusieurs choses en même temps. Donc il nous explique que dans l'art de se lancer, par exemple l'art de lancer une entreprise, du coup, il faut être sur tous les fronts et réussir à faire plusieurs choses en même temps et ne pas se heurter à une étape si on n'a pas atteint l'autre parce que c'est inévitable. Et du coup, en fait, il nous explique tout simplement plusieurs étapes pour se lancer. Il y a l'art de lancer un produit, etc., etc. Je vais commencer avec le premier chapitre qui s'intitule du coup l'art de se lancer, qui explique en fait que le but d'une entreprise à la base, c'est de régler un problème, soit un problème qui n'a pas encore été réglé, ou alors de le régler mieux que ses concurrents ou différemment que ses concurrents. Grosso modo, c'est ça. Et si tu ne fais pas ça, eh bien, c'est que tu n'auras pas une entreprise rentable. Du coup, il nous propose plusieurs exercices pour mettre en place ça. On ne va pas aller dans les détails parce qu'on a beaucoup de choses à voir. L'art de lancer un produit, il nous conseille de faire un prototype d'abord. Il nous explique que si on ne grince pas les dents en voyant la première version de notre produit, c'est qu'on ne l'a pas lancé assez tôt. Donc ça, c'est aussi super intéressant et c'est un chapitre que je trouve absolument fabuleux parce qu'il nous explique plein de choses pour lancer un produit et du coup, ça m'aide aussi beaucoup. Sinon, ce qui est intéressant, je ne vais pas faire tous les chapitres parce qu'il y en a plus de 12, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il explique comment recruter de manière efficace et que, par exemple, si y a un test que j'aime bien, c'est le test du coup du supermarché. Si par exemple, on voit notre employé dans un supermarché et que l'on n'est pas prêt à lui dire bonjour ou simplement qu'on préférait qu'il ne soit pas là, c'est qu'on a choisi le mauvais employé. Ce test, il est vraiment stylé. Et du coup, il nous donne plusieurs astuces comme ça, pas seulement au niveau de l'humeur, mais aussi pour choisir des bons candidats. Maintenant, c'est tellement complet que je ne peux pas tout détailler ici, mais je pourrais sûrement faire un résumé complet sur ma chaîne YouTube. Il nous explique aussi qu'il faut avoir un mantra d'entreprise, c'est-à-dire qu'une phrase qui résume la vision dans laquelle on veut aller, et que tout le monde doit être au courant, la réceptionniste, le patron évidemment, bref, tous les employés. Après, le fait de partager son mantra, c'est bien, sauf quand on est tout seul dans son entreprise, ce qui est par exemple mon cas. Mon mantra, c'est par exemple pour un monde plus instruit, même si je peux encore le changer. Et c'est tout en fait, je n'ai pas vraiment besoin de le dire à qui que ce soit, puisque je suis seul dans mon boîte. Du moins, quand j'aurai un monteur, eh bien, il sera au courant évidemment du mantra. Sinon, il y a, pour moi, mon chapitre préféré, c'est le dernier, qui est tout simplement l'art de, tout simplement, je ne sais plus si c'est quoi le nom exact, je crois que c'est l'art de persévérer ou l'art de durer dans le temps, etc. Et en gros, c'est super parce qu'il nous explique comment créer un produit, que évidemment, la chose la plus importante, c'est l'expérience client, que si les clients sont contents, eh bien forcément que notre entreprise va pouvoir grandir. Et il nous donne plein de pistes pour améliorer l'expérience client, donc évidemment, je vais mettre ça en place tout de suite et immédiatement pour tout simplement faire grandir mon entreprise. Résumé du livre L'autoroute du millionnaire. Alors ce livre est passionnant, il nous explique tout simplement comment devenir riche, voilà, c'est dans le titre, et c'est super intéressant parce que moi j'ai l'ambition personnelle de devenir millionnaire et ce livre m'a beaucoup aidé à avancer dans cet objectif. Il explique tout simplement qu'il y a ce qu'il appelle la fast lane, donc la voie rapide et la voie lente. La voie lente, c'est l'investissement, disons, en bourse et qui va nous permettre de nous enrichir, mais tellement lentement que ça ne va pas servir à grand chose, qu'on va être riche à 80 ans et que ça ne vaudra pas le coup. Surtout, il explique que les deux voies sont risquées,
mais ça veut bien dire que les deux sont risqués. C'est-à-dire que même si on investit en bourse de manière passive, entre guillemets, eh bien, on ne va pas forcément arriver au but final. Pareil avec la fast lane, mais évidemment la fast lane, du coup la voie rapide, nous prend moins de temps. Et en gros, la voie rapide, c'est quoi? C'est créer son entreprise. Grosso modo, c'est ça, être entrepreneur ou être salarié, hein, voilà. Donc, le but, c'est du coup d'être entrepreneur, parce que c'est en étant entrepreneur qu'on va, du coup, selon l'auteur, devenir riche rapidement. Du moins rapidement, en moins de 10 ans. Il y a aussi une troisième route qui est tout simplement la route, la marche à pied ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. C'est grosso modo les gens qui qui n'ont pas de job par exemple, qui sont, je sais pas, qui sont au chômage et qui ne cherchent pas vraiment à travailler ou quoi que ce soit. Et ça évidemment c'est la voie qui nous garantit rien du tout en fait, et qui nous garantit littéralement d'être à la rue. Donc voilà, ça c'est grosso modo pour l'idée générale du livre. Et après, il nous explique du coup pourquoi la voie rapide c'est bien, pourquoi la voie lente c'est mal, pourquoi par exemple des gens comme le gars qui a écrit Père riche, Père pauvre, j'ai oublié son nom, qui en gros est devenu riche en vendant ses livres et ses séminaires, ses formations, tout ce que vous voulez, et il n'est pas vraiment devenu riche grâce à ses conseils. Et du coup, l'auteur critique ça parce que lui, du coup, il se démarque en disant non, parce que moi, je suis devenu riche grâce à mon entreprise et pas grâce à la vente de ce livre. Et c'est pour ça que je peux vous donner les meilleurs conseils. Donc, bon, c'est vrai en soi, hein, mais évidemment, c'est quelque chose qui va jouer en sa faveur et qui va faire qu'on va acheter tous ces livres et pas celui des autres. Même si en vrai, je pense que l'auteur a tout à fait raison sur ça. Donc c'est super intéressant d'avoir du coup ce point de vue. Ce qui du coup est intéressant dans le livre, c'est que il voit une entreprise comme un jeu d'échecs. Donc par exemple, on a la reine qui est le marketing, je crois. Le roi, c'est nous, c'est notre exécution. On a le coureur qui est l'expérience client. La tour qui est notre produit, etc., etc., etc. Sinon, du coup, il nous explique grosso modo que le but, c'est de créer une entreprise, de travailler beaucoup pendant, disons, 5 ans pour devenir riche pardon, grâce à une entreprise. Et ensuite, une fois que l'on est riche, investir dans, du coup, disons, la bourse ou alors l'immobilier, tout ce que vous voulez, pour maintenir notre capital. Parce que selon lui, le but, c'est pas de devenir riche grâce à la bourse, mais c'est de maintenir notre capital et de s'enrichir un peu plus via du coup la bourse. Il nous explique évidemment que les grosses sommes en bourse créent un effet cumulé, alors que les petites sommes ne vont pas vraiment créer un effet cumulé parce que, encore une fois, c'est des petites sommes. Si je te donne 1 euro et que ce 1 euro devient 2 euros, puis 3, puis 4, puis 5, ça va être moins utile en fait que si je te donne 1000 euros et que ça devient 2000, 3000, etc. Donc en gros, lui, grosso modo, il explique simplement que le but, c'est de tout de suite commencer par avoir beaucoup d'argent en fait, et c'est ensuite d'investir en fait dans la bourse. Donc c'est grosso modo pour l'idée du livre. Je pense que le meilleur chapitre, c'est vraiment le dernier en fait. C'est vraiment à la fin où il explique grosso modo tout ce qu'il faut faire pour faire une bonne entreprise. Et du coup, cette partie, c'était la plus utile. Je pense que l'autre partie, vous pouvez grosso modo la skipper, même s'il y a des notions évidemment intéressantes, ça reste plus du développement personnel basique en fait qu'autre chose, sauf la fin du livre qui est vraiment bien. Comment pratiquer la lecture rapide? Résumé du livre, la lecture rapide. Donc, je ne vais pas tout vous détailler ici, mais je vais vous donner quelques pistes pour vous améliorer. Premièrement, vous devez arrêter de subvocaliser. Donc, si par exemple, ici, je prends ma Kindle, votre iPad, vous pouvez prendre votre livre classique aussi, eh bien, le but, ça va être de lire, et de lire les mots et ne pas penser à lire le mot. Si par exemple, je lis « Je suis content de tourner cette vidéo », eh bien, je vais lire « Je suis content de tourner cette vidéo » sans me dire en fait le mot dans ma tête. C'est-à-dire le but, ça va simplement d'être d'absorber en fait l'information le plus rapidement possible en lisant sans subvocaliser en fait. Il y a même parfois des gens qui lisent
en parlant ou du moins en faisant des petits bruits de bouche, et bien ça, il va falloir s'en débarrasser si vous voulez lire rapidement. Autre chose, c'est que vous pouvez prendre du coup votre montre, votre doigt si vous n'êtes pas sur Kindle, et simplement essayer de faire en sorte de lire comme ça. C'est-à-dire de mettre votre doigt sur le mot que vous êtes en train de lire, parce que ça va en fait vous permettre de focaliser votre cerveau uniquement sur ce mot et pas sur tout ce qu'il y a autour. Parce que sans le savoir, on regarde les mots qu'il y a autour de nous quand on lit un livre. Et le but, ça va être de commencer non pas avec le premier mot, mais avec le deuxième, troisième, quatrième mot. Parce qu'en fait, notre cerveau aura déjà compris la structure de la phrase seulement s'il lit 60% de la phrase. Du coup, le but, ça va simplement être de commencer non pas là, mais commencer là. Donc ça va du coup vous aider à améliorer votre vitesse de lecture. Et si tu veux tout connaître sur la lecture rapide et connaître la méthode exacte que j'utilise, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je vais tout simplement t'expliquer en détail comment j'ai fait pour lire un livre par jour pendant 7 jours grâce à la lecture rapide. Et du coup, tu vas pouvoir faire la même chose chez toi. Résumé du livre, Les secrets de présentation de Steve Jobs. Alors ce livre est passionnant parce qu'il nous explique comment Steve Jobs a réussi à créer une espèce de force magnétique autour de lui pour inspirer les gens, évidemment aussi pour que les gens achètent ses produits. Donc on se souvient tous des conférences qu'il faisait pour annoncer les fameuses keynotes d'Apple, notamment celle-là où il a introduit du coup l'iPhone. Et du coup, il nous explique comment faire pareil. Comment faire tout simplement pour être charismatique devant une scène, pour tout simplement permettre d'attirer les regards en fait, des gens vers nous et du coup aussi vers notre produit. Ce livre est passionnant, surtout pour moi, puisque je fais des vidéos, donc ça m'aide beaucoup à gagner en aisance et à pouvoir appliquer ces techniques dans les vidéos et pas seulement pour faire des présentations d'entreprise comme certains pourraient le faire. Donc ce livre est passionnant, il y a quelques points essentiels que je pourrais vous partager dans cette vidéo. C'est la première, c'est que les slides, donc le fameux PowerPoint, eh bien, ne servaient pas à mettre du texte dessus, mais à mettre des images dessus et à créer en fait une scène autour de, autour de la keynote. Autre chose, c'est qu'il a introduit un personnage qui est par exemple Apple et un antagoniste, un méchant qui est par exemple Microsoft, et il va utiliser tout un tas de métaphores pour tout simplement créer un espèce de combat entre ces deux et dans lequel évidemment c'est Apple le gentil. Donc ça c'est super intéressant. Il nous explique aussi comment faire du bon storytelling, notamment le storytelling d'Aristote qui est en 5 points. Capter l'attention, introduire le problème, offrir la solution au problème, expliquer pourquoi notre solution est la bonne, faire un appel à l'action. Ça c'est déjà une structure de base que vous pourrez du coup utiliser pour toutes vos présentations si vous en faites. Et du coup, ça va vous aider du coup, à avoir une structure. Sinon, l'auteur, il nous explique que ce qui est important, c'est d'introduire ce qui intéresse le public et pas seulement ce qui nous intéresse nous ou ce qui pourrait intéresser le public, mais dont ils ne sont pas au courant. Si par exemple, je parle d'un ordinateur et que je dis qu'il a 4 Go de RAM, c'est bien, mais ça ne me dit pas qu'est-ce que ça fait concrètement et qu'est-ce que ça change pour moi. Alors que si je dis vous allez pouvoir naviguer plus facilement sur Internet, et bien là ça devient clair, simple et précis et c'est comme ça que Steve Jobs faisait et si on regarde bien, et bien les vendeurs dans les Apple Store font exactement la même chose.